You speak French. Ma langue est le français, je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant, en montant. Tout à fait mardi de la culture, c'est En étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Les cultures doivent se parler. C'est la diversité. C'est la vie. Ici Nicolas Haddad, animateur de l'émission « Y a pas deux matins pareils » à l'antenne de Radio-Canada à Toronto. Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, l'Institut français propose la Nuit des idées, un événement qui a lieu le même soir dans un très grand nombre de villes situées sur tous les continents. À travers des tables rondes, des débats, même des performances artistiques, on encourage la libre circulation des idées et des savoirs autour d'un thème que chaque événement décline à sa façon. Alors, dans le cadre de la Nuit des idées à laquelle collaborent les alliances françaises de partout au Canada, en partenariat avec l'ambassade de France au Canada, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec la cinéaste Élisa Lévy. Le thème de la Nuit des idées cette année est « Reconstruire ensemble ». Mais que faut-il reconstruire et de quelle manière? C'est ce que je vais explorer avec mon invité au cours des prochaines minutes. Élisa Lévy est une cinéaste qui a appris le métier de réalisatrice en filmant la scène hip-hop parisienne des années 90, notamment au travers d'une longue collaboration avec le rappeur Oxmo Puccino. Pendant 20 ans, elle tourne, monte et réalise différents formats pour le cinéma et la télévision, dont des séries télévisées et des courts-métrages. Son dernier film, Composer des mondes, est un film de 52 minutes sur la pensée de l'anthropologue Philippe Descola. Et ce sera le point de départ de notre conversation aujourd'hui. Élisa, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre film Composer des mondes. Il semblerait que ce projet a fait ses premiers pas en 2015 quand vous avez parti à un dialogue avec Philippe Descola. Alors oui, j'ai rencontré en fait la pensée de Philippe Descola avant de rencontrer Philippe Descola. J'ai ouvert ses livres et comme beaucoup d'entre nous ces dernières années, j'avais l'assentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait un petit peu dans la façon dont on était au monde. C'est-à-dire, on voit bien qu'on est à un moment où la façon dont on vit collectivement se met à détruire en fait plus qu'à construire et on voit la difficulté avec laquelle on ne parvient pas à s'extraire en fait de cette destruction générale. Et en fait, voilà, c'est vraiment essayer de transmettre ces questions-là dans mon travail. C'était ma préoccupation principale. J'adaptais à ce moment-là un livre, d'ailleurs, d'un auteur qui était au Canada à ce moment-là, qui s'appelle Wajdi Mouawad. J'adaptais un roman qui s'appelle Anima en série télévisée. Et je me disais, mais vraiment, ce mot nature... qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est extrêmement bizarre. C'est comme quelque chose qui est complètement extérieur à nous, mais c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si toi, Nicolas, tu t'es déjà posé la question de te dire qu'est-ce que c'est que la nature? C'est un mot extrêmement difficile à... Mais pour moi, c'est un endroit que je vais visiter quand je quitte la ville, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais en même temps, la ville, finalement, il y a aussi de la nature dans la ville. Enfin, c'est compliqué. Et donc, j'ai découvert les travaux de Philippe Descola. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui a mis comme une loupe sur notre monde et pour essayer de comprendre à partir d'où on a commencé à justement être dans un rapport de déprédation à tout. Et je me suis dit, mais il faut transmettre en fait cette pensée au plus grand nombre. Et donc, j'ai proposé à Philippe Descola de faire un documentaire sur cette idée à partir de sa pensée. Et c'est vraiment quelques lignes de sa pensée parce que c'est extrêmement complexe ce qu'il propose. Et je pense que le cinéma, la télévision, les arts en général sont une possibilité de médiation et vers le grand public en fait de travaux de scientifiques extrêmement complexes. Et on a l'habitude en fait d'avoir beaucoup plus de chiffres en fait quand on pense à la destruction de l'environnement ou au réchauffement climatique. On a toujours des chiffres, on a les chiffres du GIEC, on a les chiffres de la destruction, donc on a vraiment les sciences dures qui parlent de ça. Mais je pense que c'est aussi très important de transmettre le travail des sciences sociales en fait, parce qu'elles permettent de comprendre en fait, à partir d'où sont prises les décisions, en réalité. Et peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins Philippe Descola, dans le fond, il est connu pour une de ses pensées, entre autres, selon laquelle la nature n'existerait pas. C'est ce que vous évoquez, Élisa. Alors, ce serait, selon lui, une idée qui a permis aux Occidentaux de prendre du recul par rapport aux vivants et que notre société moderne serait la seule, finalement, à diviser le monde dans une dualité qui oppose la nature à la culture. Alors, comment est-ce que vous situeriez la pensée de Philippe Descola par rapport à l'idée centrale de la Nuit des idées 2022, cette idée de reconstruire ensemble, alors que, comme vous l'évoquez, on est plutôt en train de détruire? Justement, je pense que déjà, si on veut reconstruire, il faut savoir à partir de quoi
on est sur quoi on est assis. C'est-à-dire, si on a des ruines, s'il faut reconstruire, il faut déjà pouvoir comprendre sur quel modèle, en fait, on a bâti toute notre modernité. Et c'est vraiment ce que propose Philippe Descola, c'est-à-dire de prendre un peu de hauteur, ou alors, je ne sais pas si c'est descendre à la racine des choses, mais c'est la dimension anthropologique, en fait, qui permet de comprendre les 500 dernières années, en fait, le mouvement des 500 dernières années. Alors, évidemment, dans un film, on ne peut pas être extrêmement précis, mais ça amorce quelque chose et ensuite, ça peut ouvrir un dialogue. Mais voilà, je pense que c'est... Philippe Descola, aujourd'hui, est traduit dans, je pense, une vingtaine de langues et le cinéma peut être une nouvelle en fait façon de transmettre sa pensée et de comprendre quel est le récit dominant dans lequel nous vivons en réalité. Ouais. Et si on se questionne davantage sur l'idée de reconstruire ensemble, je pense que ça a tout un sens en cette période de pandémie parce que on a pris conscience comme tout à coup que les choses pouvaient être vraiment différentes. On avait cette idée coulée dans le béton presque que les choses ne pouvaient être que de la façon dont on vivait au mois de décembre 2019. Et là, on a vraiment la preuve que les choses peuvent être complètement autrement. Alors, comment construire d'autres manières de voir le monde? Moi, je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est même souhaitable qu'on conçoive du monde autrement? C'est vrai que la pandémie a montré qu'en fait, on pouvait réagir. Il y avait des décisions politiques qui pouvaient être prises. Et donc, on pouvait vivre complètement différent, bien sûr. Et complètement différemment. Et c'est vrai que essayer de repenser à ce qu'on était 2 ans auparavant, c'est déjà... c'est loin. Très loin dans le rétroviseur. Vraiment très, très, très loin. Donc, mais ce qui est très intéressant, en fait, aussi dans ce qu'on découvre quand on essaye de vraiment se pencher sur la façon de voir le monde que propose Philippe Descola, c'est-à-dire une dimension différente, à proposer d'autres vocabulaires, à proposer d'autres mots. Enfin, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir qu'en fait, évidemment, on ne construit pas ex nihilo à partir de rien, en fait. On compose, en fait, à partir de choses qui sont déjà accessibles, en fait, à notre entendement. Mais il y a une multitude de dimensions qu'on peut s'ouvrir, en fait. Et c'est sûr que la pandémie nous a permis de voir qu'on vivait dans un certain type d'idéologie et qu'il était possible d'inventer, en tout cas de recomposer, si je ne veux pas me contredire, de composer 1001 mondes, en fait, à partir des éléments qu'on a. Oui. Et Elisa, vous avez évoqué l'idée d'un vocabulaire. Et j'aimerais peut-être vous sonder là-dessus. Si on parle de vocabulaire, quelle locution, quelles expressions, quels mots est-ce que vous pensez qu'on devrait utiliser davantage? Et dans la même question, je vous demanderais quels mots est-ce que, selon vous, il faudrait évacuer dans ce genre de discussion? On pourrait peut-être déjà arrêter d'utiliser le mot environnement quand on parle justement de ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas finalement un environnement, c'est ce qui est autour de nous et ce qui est là pour nous. C'est comme si c'était un décor. C'est très difficile de trouver les bons mots. Peut-être qu'on pourrait utiliser le mot milieu à la place du mot environnement. Je ne sais pas si... je trouve que utiliser aussi le mot modernité comme quelque chose d'actuel, on pourrait peut-être plutôt utiliser le mot contemporain. Je pense que ça permettrait de poser des choses très simples. Pourquoi? Parce que moderne serait synonyme de progressif quand ce serait peut-être pas le cas? Moderne parle d'une époque, de l'époque moderne, voilà, dans laquelle nous sommes, ou peut-être nous ne sommes plus, peut-être que nous sommes en train de sortir de cette modernité, et donc peut-être que parler de contemporain est plus juste que de parler de quelque chose qui est assigné à une époque, en fait, et ouvre plus de champs, plus d'imaginaire, plus de liberté, en fait. Mais il faudrait déjà savoir ce qu'il y a derrière chaque mot. Et c'est sûr que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Alors, essayer de s'entraîner à ne plus dire le mot nature aussi. Pourquoi? Parce que ce mot-là, justement, induit une division entre tout. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la nature, de l'autre côté, il y a la culture. Et donc, finalement, c'est aussi quelque chose qui induit une forme de rapport colonialiste au monde, puisqu'il y aurait d'un côté les êtres de culture, et puis de l'autre côté, les êtres de nature. Est-ce que vous trouvez que les notions d'harmonie, de commun, de vivre ensemble ont leur place dans le monde de demain, ou est-ce qu'on est en train d'aller dans l'autre sens, selon vous? Ça, c'est sûr que c'est des mots qu'on a envie de... On aimerait bien des mots qui deviennent concrets, en tout cas, qui deviennent concrets. Après, c'est sûr qu'ils sont quand même très souvent utilisés sans beaucoup d'effets. C'est un peu ça le problème.
Mais on n'a pas vraiment l'impression que dans les prises de décision aujourd'hui, on parte politique, c'est sûr. Nous, on était avec le film à la COP26 il y a quelques mois. On n'a pas vraiment l'impression que les décisions soient prises dans un sens de changement. Après, je pense qu'il y a aussi, de façon plus souterraine, beaucoup de changements qui se passent au niveau des individus. Il y a des liens qui se nouent entre les gens. Et je pense qu'il faut aller vers ça, en fait, aller vers des actions... des petites actions, des liens différents qu'on fait avec les autres, une façon d'être ensemble différente. Voilà, il me semble que peut-être à l'intérieur de ça, il y a une multiplicité de petites initiatives qui peut faire bouger les choses et pousser petit à petit à ce que justement on ait plus de bien-être, plus de bonheur à être ensemble. Oui, vous disiez il y a quelques instants que vous avez apporté votre dernier film Composer des mondes à la COP26. Pourquoi? On nous a invités, c'est un partenaire qui nous a invités, et on nous a proposé de venir rencontrer des jeunes militants, en fait, des jeunes activistes du monde entier. Et pour nous, c'était très intéressant de pouvoir rencontrer des gens et de voir s'ils partageaient quelque chose avec nous, en fait, si ce film les touchait, si cette préoccupation, le film donc se passe en France, c'est une histoire française. Et donc, c'était très touchant de voir que cette histoire particulièrement française, en fait, finalement, touchait des gens d'Inde ou bien d'Écosse ou bien d'Amérique du Sud. C'était vraiment plutôt réjouissant. Alors, j'apprécie énormément cette idée qu'on pourrait donner une plus grande place bon, j'ai pas envie d'appeler ça la nature, mais plutôt les êtres naturels, si vous voulez, dans nos décisions politiques, puisque on l'évoquait, on est capable de faire autrement. C'est ce que la pandémie nous a démontré. Et évidemment, on veut aller dans le sens de l'écologie, de s'assurer que le monde d'hier serait disponible au moins aux individus qui suivront, qui arriveront demain, etc. Mais comment est-ce qu'on peut inclure les non-humains dans la prise de décision politique? Je veux dire, j'essaie de me questionner là-dessus, mais forcément, si on devient nous-mêmes porte-parole de ces êtres non-humains, on sera forcément en train de présenter un point de vue subjectif, informé par notre vécu et notre culture humaine partagée. Comment est-ce que vous voyez cet aspect-là? C'est sûr que c'est une question qui est complexe, mais si le tout, c'est à partir d'où on prend ces décisions et à partir d'où on repense le monde. Si soi-même, en tant qu'individu, on a un rapport aux non-humains et aux autres, en général, qui n'est pas un rapport de hiérarchisation, si on arrive à accepter, de donner une place à l'autre en tant que personne, on peut prendre des décisions qui ne sont pas destructrices. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Ouais, expliquez-nous davantage, oui. Si on change son rapport aux animaux, si on change son rapport aux plantes, si on essaie de les considérer comme des êtres sensibles, vivants, comme des personnes avec une intériorité et une place, alors ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans des rapports d'égalité, mais en tout cas qu'on est dans des rapports de personne à personne. On va pas prendre les mêmes décisions que si on était dans une position justement de supériorité hiérarchique et de se dire que je ne sais pas, un cochon n'est pas un être qui a une intériorité, ce n'est pas un être ce n'est pas une personne, c'est pas quelqu'un qui souffre et on peut en disposer comme du moindre objet. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ici en Amérique du Nord, puisque c'est une philosophie qui est centrale pour beaucoup de communautés autochtones ici au Canada, sans parler des États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, Philippe Descola s'est intéressé à cette question-là lors de ses voyages en Amérique, de son côté. Comment vous voyez la pensée autochtone par rapport à... Vous évoquiez un peu plus tôt une pensée colonialiste. Parlez-nous un peu de ça. Ce que je viens de dire, je pense, mais je le manipulerai avec beaucoup d'humilité, je pense que oui, il y a énormément de peuples qui savent toujours penser de façon non séparée, en fait. Et du coup, qui ont qui n'ont pas un rapport d'appropriation, en fait, comme l'Occident a pu avoir, à développer ces 500 dernières années. Et je sais que chez vous, c'est très concret, d'une façon très différente de nous en Europe.
Mais oui, cette supériorité amène à, en tout cas, légitimer le fait de prendre la place des autres. Je voudrais, avant qu'on conclue, peut-être parler de votre projet actuel, Anima, de l'auteur libano-québécois Wajdi Mouawad, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 15 ans, qui m'a un tout petit peu aiguillé dans la suite de ma carrière. Bref, parlez-nous un peu de ce projet. Et je me demande aussi si quelque part, cette production touchera, elle aussi, à cette idée des rôles que joue l'humanité dans son environnement, ou peut-être son milieu, comme on devrait le dire. Oui, c'est exactement ça. Moi, cette adaptation, comme je l'ai imaginé, c'est exactement tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Parce que l'idée, c'est de voir le monde du point de vue des autres, du point de vue de tous les non-humains déjà, de tous les animaux qui sont autour de nous, qui ne sont pas forcément des animaux exotiques, ça peut juste être l'araignée. Peut-être qu'il y a une araignée en train de vous observer au fond à droite, là. Donc c'est vraiment se décentrer et voir qu'il existe une infinité de réels, en fait, et qu'on le partage tous. Et que nous, humains occidentaux, on a fait des réseaux absolument gigantesques, on a une emprise sur la planète qui est complètement démesurée, et que les autres vivent dans ces interstices, et que les interstices se réduisent de plus en plus. Et cette idée de l'adaptation, c'est celle-là, c'est montrer ça. Et montrer justement comment les peuples autochtones, en particulier chez vous en Amérique du Nord, eux sont encore porteurs d'une autre façon d'être au monde, et comment elle peut énormément nous aider, en fait, à sortir de l'impasse dans laquelle on est. Élisa Lévy, un grand merci pour cette discussion, il faut le dire, illuminante. Merci beaucoup. Ici Nicolas Haddad, merci d'avoir été des nôtres et bonne nuit des idées.